Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'explosion offensive en NBA, de l'utilisation des statistiques avancées dans les analyses, des Nuggets de Denver et du Thunder d'OKC. Pour m'accompagner, j'ai le bonheur d'accueillir Guillaume du podcast Le Basket Lab. Bonjour Guillaume. Salut à tous. Alors Guillaume, le Basket Lab, tu as lancé ce podcast quand exactement ? Alors, j'ai mis 8 mois à le lancer, mais il s'est lancé pour de vrai octobre 2021, donc début de saison dernière, on va dire. Voilà. D'accord. Et alors, je vais te poser la question que je pose à tout, parce que c'est la première fois que tu mets les pieds dans ce podcast. Merci déjà d'avoir répondu à cette invitation. Et la question que je pose à tous les premiers venus, c'est d'où vient ta passion NBA ? Comment ça a commencé pour toi, ton intérêt pour la Ligue ? Alors déjà, merci de l'invitation et pas merci de me faire passer après Georges Eddy, hein, c'est un peu difficile pour moi. Ou c'est très sympa, je sais pas, c'est les deux, non ? Peut-être. Ma passion pour le basket, j'ai découvert ça en fait, je viens pas du tout d'un milieu où on connaît, enfin, où j'ai pas suivi le basket européen ou français ou quoi que ce soit, donc j'ai pas cette culture-là de base. Ouais. J'ai découvert ça par internet en fait, la NBA en 2010 en fait, donc via internet et puis petit à petit tu t'y intéresses. On avait fait l'écho des parquets aussi, qui est un podcast qui a 10 ans d'ailleurs aujourd'hui, et du coup petit à petit on s'est intéressé de plus en plus à cet aspect d'analyse du basket. Moi je me suis aussi passionné pour le scouting, donc voilà, il y a plein d'aspects où du coup petit à petit la passion elle est venue assez naturellement, parce que il y a le côté entertainment de la NBA qui est toujours très fun, et puis un côté analyse où moi j'ai toujours été passionné de ça aussi, tout ce côté tactique, même en foot américain, tout ça. Je sais pas pourquoi, j'adore la tactique et j'adore expliquer les choses ou essayer de les comprendre en tout cas plutôt. Et du coup je ouais, comprends. c'est parti de là, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours, quand je parle avec des gens de ma passion pour le basket, je dis toujours que pour moi le basket, quand je regarde un match de basket, c'est souvent comme une partie d'échecs quelque part. Ouais. Le mouvement des pièces et tu vois, l'importance du placement au basket est tellement colossale. Et voilà, et les ajustements des coachs, pour moi, c'est typiquement ça, quoi. Donc, et autre question que je voulais te poser, parce que quand je regarde ton compte Twitter, ça m'a toujours fait rire de ta fascination pour Jordan Poole, et je voulais que tu m'expliques déjà est-ce que Jordan Poole, il t'avait déjà tapé dans l'œil au moment de ses débuts qui étaient assez difficiles quand même dans la ligue, et pourquoi cette fascination pour lui ? Alors, il faut savoir que de base, j'ai beaucoup de fascinations bizarres, hein. Enfin, C'est ce qui me fait rire. j'ai souvent des chouchous Ouais. comme ça que j'adore. En ce moment, j'aime aussi beaucoup Alperen Sengun, donc j'en fais des caisses sur lui aussi. Ouais. Mais non, mais alors pour le coup, Poole, je l'avais pas du tout sur mon radar, comme on dit. C'est l'an dernier, autour du mois de février-mars, il a commencé à exploser. Et donc j'ai regardé un peu plus près, et je trouve que d'un point de vue du scouting de son profil, il y a des trucs extrêmement intéressants. De création offensive, de toucher de balle, de passing. Enfin, vraiment, il a un cocktail de qualité qui est assez unique, je trouve. On ne sait pas s'il va réaliser son potentiel, mais je pense que le potentiel maximum est assez haut. Et c'est comme ça que, ouais, effectivement, j'ai plein de chouchous comme ça où je m'enflamme un peu. Alors, tu vois, parfois, il vaut mieux s'enflammer pour Jordan Poole, comme je le fais, mais je me suis aussi enflammé parfois pour Quincy Pondexter, Ah oui, ou oui, pour bien sûr. Torrey Craig aussi. Donc, Ouais. c'est un autre niveau, mais ouais, j'aime bien avoir des petits poulains comme ça, on va dire. Jordan Poole, franchement, sa trajectoire pour l'instant est quand même assez incroyable, quoi. Je veux dire, Oui. sa première saison, tout le monde était là à le jeter aux orties et à rire de lui. Enfin, je veux dire, il s'est fait beaucoup moquer, et très rapidement, il a mis tout le monde d'accord quand même sur ses Oui, performances. mais il était pas bon au début, hein. Il était vraiment mais pas bon. complètement pas. C'était assez incroyable. Ouais. Et moi, j'adore ce genre de profil. Le joueur qui va taffer, qui de base, quand il arrive, c'est vraiment compliqué pour lui. Et plutôt que de baisser les bras, va vraiment taffer et se découvrir un potentiel qui n'est pas forcément perceptible en tant qu'observateur, qui n'est pas évident en fait. Et ça, j'adore ça. Alors que tu as des joueurs qui arrivent dans la ligue qui, eux, on leur promet monts et merveilles, et des fois, ils se croûtent en 2-3 saisons, ils sont hors de la ligue, quoi. C'est aussi une vérité qui est assez froide pour certains. Donc, Effectivement. Dernière question là-dessus. Je voulais savoir quelles ont été tes premières équipes, les premiers joueurs qui t'ont vraiment attiré justement au tout début de ta passion pour la NBA. Quel, quel joueur ou quelle équipe, ou les deux, t'as vraiment attiré?
Alors moi, au début, j'étais, fan de Boston, D'accord. inconditionnel. C'était, ma Madeleine de Proust, c'était Rajon Rondo. J'ai découvert la NBA en Tu 2010, hein, m'étonnes. Ouais. donc j'étais un peu avec cette équipe-là et Rajon puis Rondo qui finalement, faisait bon, des 17, 18, 19 c'est ça, ouais, ouais, en stats, quoi. le Rajon Rondo qui choisissait ses matchs et qui voilà. N'importe quoi. Mais non, après, c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai un peu laissé tomber. En fait, j'étais fan de l'équipe, des joueurs qui étaient dans cette équipe, pas forcément de la franchise. Mmh. Et depuis, on va dire, 2012-2013, je suis un peu plus mercenaire, quoi. J'ai pas de club de cœur, mais ouais, mes premiers amours, c'était Boston, effectivement, ouais. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette période de Boston, je t'avoue. Même si quelque part, tu vois, c'est cette équipe de Boston 2007-2008 qui va gagner le titre, d'ailleurs, dès la première année de la réunion avec Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. Euh, Quelque part, c'est peut-être la première pierre de l'ère des super teams qui va culminer quelque part avec Oui. Kevin Durant, enfin, quand Kevin Durant vient aux Warriors, précédé par LeBron James à Miami. C'est peut-être cette équipe-là qui est la première, enfin, qui va lancer cette tendance quelque part. C'est la première qui s'est construite comme ça, avec des Oui, stars dans le prime, mais après, tu vois, genre les Lakers, à l'époque, qui avaient dans les oui. années 80, qui avaient, Karim, Magic, premier choix de la draft aussi, et ensuite James Worthy parce qu'avec, ils avaient eu des trades, bien ficelés et tout ça. Tu dis: «Bon, en fait, C'était des voilà». drafts. Ouais, il y avait un système de draft et d'échange de picks à l'époque qui était quand même enfin, extrêmement bizarre. Qui était mal Les- cadré, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Et pareil, si tu regardes les Celtics, enfin les Lakers et les Celtics, qui sont les Oui, deux clubs phares des années 80, c'est du même tonneau, quoi. Ils récupèrent Larry Bird d'une façon, enfin, c'est quand même assez particulier. Larry Bird est drafté avant même d'avoir fait, je crois, sa première saison, enfin, alors qu'il est encore à il reste à la fac, l'université. ouais. Oui, oui, c'est ça, Voilà. il est drafté, il reste à la fac ensuite, ouais. C'est Et l'arrivée de Paris chez de McHale, c'est pareil, c'est un transfert complètement improbable. ouais, Qui leur ouais. permet de récupérer ces pics-là. Enfin bref. Guillaume, on va parler immédiatement de notre premier sujet, donc l'explosion offensive en NBA qu'on voit ces derniers temps, que ce soit les performances individuelles ou les performances collectives. C'est lors du NBA Paris Game qui s'est joué hier, on est vendredi, hein, on est au lendemain du NBA Paris Game qui ont vu les Bulls et les Pistons jouer à l'Accor Arena de Bercy. Adam Silver s'est vu poser cette question-là par rapport à cette profusion d'attaques qu'on voit en ce moment en NBA. J'ai l'impression que ça inquiète certaines personnes. Alors Adam Silver, il a dit que selon lui, c'était d'abord le talent des joueurs qui n'a jamais été aussi présent partout en NBA. On peut voir, selon les chiffres qui existent aujourd'hui, que cette montée offensive a vraiment pris corps en 2015 avec la révolution du tir à 3 points. On peut dire également que le fait que le small ball s'impose de plus en plus dans les clubs, a également permis cette montée offensive parce que ça enlève beaucoup la protection du cercle. Hier soir, par exemple, si tu regardes Détroit-Chicago, il y a un moment, il n'y avait pas un seul intérieur sur le terrain. Les plus grands, c'était Bojan Bogdanovic à Détroit et Patrick Williams à Chicago. Deux mecs qui Ouais. sont à 2,03 m, quoi. Donc voilà. Guillaume, toi, quand tu entends parler de cette explosion offensive, où tu vois les questions jusqu'où irons-nous, où s'arrêteront les joueurs, où s'arrêteront les équipes, quel est ton premier élément de réponse quand tu entends parler de ça? Bah, déjà, moi, je suis pas trop d'accord avec ce truc de Adam Silver ou qu'on entend beaucoup, hein, les joueurs Oui, d'aujourd'hui sont plus talentueux. Alors déjà, c'est une question assez large et la notion de talent est très difficile à jauger et cetera. Mais je trouve surtout, et c'est même le point central, c'est qu'en fait, les stars d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'elles sont plus fortes qu'avant, c'est juste qu'elles ont un contexte offensif, un écosystème qui aujourd'hui est bien plus favorable à l'attaque que ça pouvait complètement. être le cas avant, quoi. Donc il y a ce truc où on voit des matchs à 60 points ou à 50 points, plus qu'avant et cetera. Bon, en fait, quand on compare par rapport à l'époque, sans doute que, on est encore dans une certaine normale, une certaine moyenne, je pense,
Et voilà, le fait est aussi que si des joueurs mettent des gros cartons, c'est parce que l'environnement aujourd'hui offensif n'a jamais été aussi favorable, en fait. Et c'est vrai que là-dessus, il y a pas mal de raisons. Alors, d'un point de vue, peut-être, à l'échelle macroscopique, heu, effectivement, on a un offensive rating, donc le nombre de points par 100 possessions, qui a jamais été aussi haut. Et donc à cette échelle macroscopique, finalement, on est juste sur la dynamique de progression depuis une dizaine d'années, on va dire. Il y a rien d'anormal si on regarde la progression depuis année après année, hormis la saison 2021 qui est un peu à mettre à part parce que contexte de jeu très particulier, les 3 points, les salles vides qui faisaient que le 3 points était rentré beaucoup plus facilement. Bref, si on met un peu ça entre parenthèses, on est sur la continuité finalement. Mmh. Après, c'est vrai que d'un point de vue microscopique, on voit une vraie différence donc par rapport à même à 2019 ou 2020. Et pour moi, on est là encore, hein, enfin toujours la même chose, mais pour moi, c'est juste la continuité de l'évolution du jeu, je pense, et de ce fameux, cette course vers l'avant, sur l'attaque. Mais c'est pas l'attaque pour l'attaque, c'est plutôt, on arrive de plus en plus à, trouver une certaine forme de rentabilité, en fait, hein. C'est le jeu évolue. Et moi, j'avais un peu 3, je sais pas ce que tu en penses, mais j'avais un peu 3 facteurs principaux qui étaient le Mmh. spacing, qui explique cette, évolution toujours plus grande, l'arbitrage aussi, peut-être on peut en parler, et le côté analytics où on se rend compte on sait quels sont les tirs rentables aujourd'hui et concrètement, on les applique. Oui, oui, je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, on peut pas parler d'évolution offensive, et faire ce constat-là sans parler de l'évolution des règles. C'est peut-être ce que tu dis quand tu parles de l'arbitrage, puisque les arbitres sont là pour, justement, comment dire? Appliquer les règles de la NBA. Et quand tu vois, heu, à travers les différentes décennies, les différentes, de oui, de différentes époques de la NBA, c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement compliqué d'ailleurs de comparer les époques. C'est que les règles ne sont pas du tout les mêmes et que les joueurs ne peuvent pas faire la même chose aujourd'hui qu'auparavant. Il y a quand même énormément d'évolutions qui font que, ça va orienter le jeu plus ou moins, dans une certaine direction. Il y a ça d'ailleurs. Et je tiens à dire que Joe Dumars, qui a été nommé, responsable des opérations basket de la NBA, aujourd'hui est missionné par Adam Silver pour continuer à regarder, faire évoluer le jeu. Là, cette année, par exemple, il y a eu vraiment un accent de mise sur on enlève les fautes, les joueurs qui vont chercher des fautes avec des mouvements qui ne sont pas naturels. Donc tout ça, ça a été nettoyé. Il y a eu cette nouvelle règle également de dire on arrête d'interrompre les contre-attaques. Tout ça, ça joue pour l'attaque, enfin ça joue pour justement cette profusion offensive. Voilà, en termes de règlement, il y a de ça. Le spacing, je suis absolument d'accord. On voit bien, tous les chiffres montrent qu'à partir du moment où les équipes ont compris que si tu shootes plus à 3 points, et ben, tu vas. C'est pas tant c'est pas tant une question de volume de shoot à 3 points quelque part. Le volume de tirs pris a augmenté. Le pourcentage de réussite quelque part importe peu. C'est surtout que, comme tu l'as dit, le spacing fait que les défenses sont tellement étirées de plus en plus que ça Mmh, influence la qualité de tous les autres shoots. tout à Ça fait, va ouais. influencer la qualité des tirs à 3 points, ça va influencer la qualité des tirs que tu prends au cercle, et ça va influencer également les tirs à mi-distance. Et ça se voit d'un point de vue chiffré sur les tirs. Et c'est valable pour les superstars comme pour les role-players. Tout le monde a des shoots de qualité. Et dernier point que tu as mis en exergue, effectivement, il y a une recherche aujourd'hui de l'efficacité, le scoring efficiency, comme ils appellent ça, où aujourd'hui, tu as des batteries de gars qui sont payés juste pour ça, pour te dire, voilà tel shoot, le shoot que tu dois prendre, voilà la zone sur le terrain où on doit essayer de prendre nos shoots. Et tout ça, c'est devenu hyper scientifique en fait. Oui, et c'est pas tant qu'aujourd'hui on a réinventé, le jeu ou on fait mieux qu'avant, c'est peut-être que aussi avant on faisait, on était enfin on n'avait pas la bonne rentabilité, quoi. Enfin on voit bien qu'il y avait plein de domaines du jeu où on pouvait faire mieux, et c'est juste ce qu'on fait actuellement en fait, en NBA où, bah, voilà, tout ce qui est, les tirs à mi-distance, qui sont pas très rentables, on délaisse ça un peu, hormis pour les stars évidemment qui continuent à avoir leurs tirs dans cette zone-là. Et plus globalement, on sait quels sont les tirs rentables et on va les chercher, en fait. C'est ça aujourd'hui le truc. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un article, de l'an passé de Zach Kram qui avait écrit un article sur The Mhm. Ringer sur, en gros, la fin du cheat code des analytics. Et en gros, il disait, ben voilà, finalement
l'avantage compétitif qu'on a pu voir pendant, X années de, les équipes qui prennent des 3 points et des tirs au panier, cet avantage, ce fameux cheat code analytics, aujourd'hui ne marche plus et parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il ne marche plus? C'est parce que, tout le monde s'y est mis. Donc, Tout à fait. d'un côté, ce truc où, beh, le Complètement. simple fait de faire ça, ça ne te permet plus de te séparer par rapport à la moyenne, on va dire, puisque tout le monde le fait. Mais du coup, par rapport à notre conversation d'aujourd'hui, si tout le monde le fait, du coup, oui, on a un offensive rating moyen qui va être très, très haut parce qu'en fait, tout le monde va chercher des tirs au panier, tout le monde va chercher des lancers francs, tout le monde va chercher, du 3 points et là, je reviens aussi sur le spacing, ce que tu disais. Comme tu disais exactement, c'est pas juste le fait de mettre des 3 points parce que l'efficacité, elle est, comme d'habitude, en fait. On est autour des Exactement. 35-36. C'est juste, Exactement. comme tu dis, que ça crée une dangerosité, qui fait que, c'est pas juste l'efficacité en elle-même, c'est l'impact que ça a sur tout le reste du jeu et quand tu as des défenses, comme tu disais, totalement étirées, les rotations défensives, elles viennent de beaucoup plus loin, c'est Exactement. beaucoup plus difficile de couvrir le pick and roll et cetera et cetera et moi, j'avais une stat j'ai vue il y a quelques jours là, pour illustrer ça. LeBron James dans son pic athlétique à Miami, je crois que c'est 2013 ou 14, il est à Ouais. 9 drives par match. 9 drives par match. Aujourd'hui, Gilgeous-Alexander, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. il est autour des 24 ou 25 drives par match. Pour dire C'est aussi à quel point en fait, le jeu s'est ouvert bien sûr. incroyablement et du coup, le fait de pouvoir faire autant de drives plus facilement, ça permet d'aller chercher ces points plus rentables au panier et pour moi, c'est aussi ça que c'est là-dessus où on est dans la même dynamique de progression depuis 8, 9, 10 ans et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. On verra bien, mais en tout cas, on est dans cette dynamique de progression, en tout cas cette continuité où il y a plus d'espace, et nous-mêmes avec, ce côté analytics, enfin nous-mêmes les Mmh. équipes ont conscience de ça et se spécialisent aussi de plus en plus, dans ce qu'il faut aller chercher, quoi. Oui, complètement et en fait, c'est là où tu te rends compte que les équipes n'arrêtent jamais. En fait, c'est la question pour, je pense, pour beaucoup d'équipes et beaucoup de groupes comme ça, de coaching staff, c'est de trouver, l'avantage stratégique auquel personne n'a pensé forcément C'est ça, ouais. ou qui est utilisé, de façon très limitée par les autres équipes et où toi, tu vas te dire: «Tiens, là, j'ai un vrai avantage, stratégique sur ce truc-là. On va appuyer là-dessus, on va essayer de faire notre beurre là-dessus». Quand j'ai bossé sur cette émission, j'ai trouvé un truc, moi, ça m'avait toujours marqué à l'époque. C'était quoi? C'était dans les années 2000, ouais, 2009-2010, comme ça, au début des années 2010, quoi. Où, je me souviendrai toujours, de cette discussion. Beaucoup de coachs disaient à l'époque, dans leurs interviews, hein, Popovich le disait, Budenholzer, qui n'était pas encore aux Wolves, aux Bucks, il était aux Hawks, disait ça aussi. Il y avait un refus. En fait, le principe, c'était de se dire, on prend un tir, peu importe s'il est réussi ou raté, on revient en défense pour installer notre set défensif pour empêcher l'équipe adverse de faire soit une contre-attaque, soit d'essayer de nous prendre de vitesse sur notre repli défensif. Donc on laisse quelque part tomber le rebond offensif. L'idée même du rebond offensif a été pendant un moment exclu, on va dire, de la majorité des stratégies des équipes. Et aujourd'hui, ces dernières années là, depuis 2016, depuis 2015, la saison 2015-2016, il y a un retour en force du rebond offensif et de l'attrait pour le rebond offensif, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui se disent: ah, mais en fait, si on arrive à positionner quelques joueurs et à prendre ce rebond offensif, ça nous fait ça augmente notre production de tirs au panier, de fait, parce que le rebond offensif est souvent pris dans la raquette, et ça nous permet d'avoir un tir à haute efficacité, quoi. Mmh. Et Non, non, donc ce effectivement. truc-là a complètement été renversé en l'espace de 5-6 ans. La tendance a été inversée totalement. Et ça me fait sourire parce que je me dis, quelque part, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, quoi. Et ça n'arrête jamais ils arrêtent jamais d'essayer de trouver les failles dans le jeu quelque part, tu vois? Oui, oui, ça reste,
Pardon, je m'étouffe. Ça reste une Reste en ça vie. ça ça reste, comment dire? Une compétition par rapport à d'autres, en fait, et c'est là-dessus aussi, bon, le côté comparé par rapport à d'autres époques, bah, il faut toujours le faire avec des pincettes et il faut toujours comparer à quel point est-ce qu'un joueur était bon par rapport à son époque, en fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça change tellement que Et les voilà, les c'est règles n'ont rien à voir. Les règles bah, n'ont c'est ça, ouais, absolument rien à voir. et tu vois, je sais pas si tu connais, Moneyball, donc la révolution, analytics, dans le Bien sûr, baseball, ouais. donc début des années 2000. Bah, en fait, aujourd'hui, Moneyball, tu lis le livre, tu regardes le film, bon, c'est très sympa, hein, moi je le recommande, mais aujourd'hui, ça n'existe plus cet avantage concurrentiel parce qu'en fait, Mmh. tout le monde s'y est mis du coup. Donc là encore, ils vont essayer dans le baseball de toujours des statistiques encore plus avancées. Est-ce qu'on peut pas trouver la faille ou l'information qu'on connaissait pas et qu'on là, du coup, on trouve, la tactique et cetera, et en fait, c'est un peu ça la NBA aussi, quoi. C'est on arrive à une période où effectivement, tout le monde s'y est mis en fait maintenant, à ce jeu-là. Donc il y a plus cet avantage concurrentiel à faire ça, puisque tout le monde le fait, et c'est pour ça que pour rattraper sur les rebonds offensifs, c'est un peu le futur aussi, j'ai l'impression, ou une des pistes futures de cette évolution, c'est que certaines équipes, du coup, prennent comme parti de se dire: «Bah, comment est-ce qu'on peut regagner un avantage concurrentiel et si on jouait au jeu des possessions, finalement?» Puisque tout le monde prend Tout les à mêmes fait. tirs, tout le monde est aussi efficace, ou grosso modo, mais je caricature, mais voilà, et du coup, si tout le monde prend les mêmes tirs, et en moyenne, beh, est-ce que la solution, ce serait pas d'avoir plus de cartouches que l'adversaire? Et c'est là-dessus où des Memphis va beaucoup au rebond offensif, Milwaukee ou Toronto évidemment, avec le Complètement. jeu des possessions, c'est donc, essayer d'avoir plus de possessions via le rebond offensif, via les turnovers, via les interceptions et cetera. Donc ça, c'est aussi une piste future, qu'on n'a pas encore totalement, exploitée encore, je pense, mais on pourrait le voir d'ici les 4-5 prochaines années, et il y a aussi un truc, c'est que, tu vois, le rebond offensif, quand tu regardes les pourcentages de rebond offensif à travers l'histoire, Mmh. finalement, c'était assez élevé, jusqu'à il y a pas longtemps. Complètement. Mais c'est juste que, début des années 2010, comme on a fait, comme tu dis, le spacing et tout ça, on a abandonné ça, finalement, et là, effectivement, on revient sur, on le réexplore à nouveau, si je puis dire, parce qu'on est Tout à sur, en fait. moyenne, 24 d'offensive, percentage, en NBA, le pourcentage moyen, 24. C'est pas énorme, hein. Il y a 10 ans, on avait encore des 25, des 27, même des 30. Voilà, donc c'est pas énorme en soi, mais c'est, encore une fois, dans une ligue où on avait abandonné ça, bah, certaines qui recommencent à le faire, bah, ça redevient finalement ce fameux avantage concurrentiel par rapport à la moyenne, quoi, finalement. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses, enfin, tu sais, le nombre d'articles qui ont sorti, et là, c'est qui? C'est Sports Illustrated qui a fait un superbe article avec Hakim Olajuwon qui parle un petit peu du jeu au poste, du fait que c'est un art qui s'est perdu. Et il pointe du doigt notamment le fait qu'un joueur comme Nikola Jokic aujourd'hui est un joueur euh, qui est double MVP, on va en parler tout à l'heure de Jokic, mais qui est un joueur qui justement remet un petit peu le jeu au poste aujourd'hui au goût du jour, et que quelque part il y a des joueurs qui ont cette capacité-là. Aujourd'hui, Joel Embiid en est un autre, bien que ça soit encore différent. Bref, est-ce que tu penses à ce... Parce que je vois beaucoup de gens dire ça dans les enfin, chez les commentateurs américains, que la NBA, c'est un peu... Il y a cette idée que ça soit des cycliques, que les big men, les pivots, un jour redeviendront importants dans une stratégie collective, dans la stratégie collective d'une équipe Ouais. NBA. Et juste un petit truc, je déteste faire ce genre d'exercice, mais ce truc-là me fait marrer. Un mec comme Shaquille O'Neal aujourd'hui arrive en NBA, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, c'est une question que j'aimerais bien, enfin, que je me pose, et je me dis, effectivement, à quoi ça ressemblerait? Est-ce que ça serait un problème monstrueux défensivement parce il se ferait faire allumer par les switches défensifs, et il serait incapable de bouger ses pieds assez rapidement pour défendre les tirs à 3 points, ou est-ce qu'il écraserait tout le monde? Bah, la difficulté de cette question à chaque fois, c'est que tu as envie enfin, c'est très fun de réfléchir à ce genre de trucs, mais moi, ce que je pense toujours et que je dis toujours, c'est, oui, Shaq, tu le mets en l'état comme il était, tu le mets en l'état dans la NBA actuelle, bah, tu as des limites et notamment défensives, d'accord? Mais en même temps, Shaquille O'Neal qui grandit dans les années 2000-2010, en tant qu'adolescent et qui arrive en tant que prospect aujourd'hui, Complètement. c'est pas le même, et c'est toujours ça où c'est un peu la difficulté de cette question, c'est
en fait, tu peux pas transposer en l'état le Shaquille O'Neal de 94 ou de 96 dans la NBA d'aujourd'hui et faire des comparaisons en disant bah, là, il pourrait pas tenir, là, il pourrait pas tenir. Après, Shaquille O'Neal, c'est un physique. Oui, oui, oui. Shaquille O'Neal, c'était quand même un monstre physique. Le gars, 2 m 15, 140 kilos, il court comme un lapin. Il était absolument lunaire, Shaquille O'Neal, quand il est entré dans la ligue. Moi, Oui, oui, oui. ça devrait être interdit de combiner puissance et rapidité et dextérité comme il le faisait. C'était. Oui, effectivement. Et oui, et puis, tu vois, enfin, même s'il y aurait des faiblesses défensives, je pense que vu ce qu'il t'apporterait en attaque, on passe dessus, quoi. C'est le cas de plein de joueurs, actuels, quoi. Mhm. Toutes les stars offensives sont pas des foudres de guerre en défense, donc ça serait un trade-off, pardon, un échange assez enfin, un compromis à faire, facilement, quoi. Mais Mhm. sur ce côté cyclique, dont tu parlais, le jeu au poste, c'est vrai que c'est un peu et on revient toujours à ça, mais c'est aussi lié à la fois au contexte de jeu, le jeu en lui-même, mais aussi aux règles, finalement. Oui, Rappelons que l'âge d'or notamment des années 90, pourquoi est-ce et même à 80 et même avant, hein, mais l'autorisation de défendre en zone a tout changé. Parce que complètement. pourquoi est-ce que les joueurs de 80-90 étaient aussi bons au poste? C'est parce que tu avais pas le droit de zoner et donc C'est ça. il s'était développé une espèce de tactique où tu mettais des non-shooters à 3 points, toi en tant qu'attaque et la défense était obligée de mettre des joueurs dessus, quoi. Oui, ils Même, étaient tu obligés de rester sur eux, en fait, même s'ils exactement, n'étaient ouais. pas une menace à 3 points. Et du coup, ce qui faisait que, bah oui, du coup, les joueurs en poste bas avaient la place d'opérer, quoi, finalement. Donc soit d'aller au panier, faire le move tranquillement 1 contre 1, soit la défense pouvait venir aider, mais en faisant une prise à 2 qui était franche et nette et du coup, bah, ça a créé des opportunités, ailleurs, quoi. Mais donc il y a ce contexte de jeu évidemment qui est aussi à prendre en compte. On a vu que, ensuite ça s'est un peu diminué le jeu au poste bas, années 2000 et 2010. Je pense qu'il y a à la fois le jeu, donc les défenses de zone qui ont aidé à éteindre ça, mais il y a aussi le fait qu'on a eu un creux générationnel aussi, j'ai l'impression, parce que Jokic et Embiid aujourd'hui sont excellentissimes, mais on les avait pas en 2015 quoi, ces joueurs-là. Non. Donc il y a un peu le mélange des 2 pour moi, à la fois la défense de zone et le creux générationnel si je puis dire et c'est vrai que, tu vois, parmi les pistes qu'on développait nous dans l'écho des parquets à l'époque, enfin moi j'aimais bien cette idée de dire: si la NBA devient vraiment small ball et si tout le monde fait du switch et tout le monde a plutôt que d'avoir des pivots, a des petits ailiers, bah, forcément un jour il va y avoir des pivots qui vont redébarquer là-dedans et qui vont punir le switch. Et je m'étais un peu planté à moitié, je pense, parce qu'il y a pas que ça comme facteur. Je pense qu'il y a le facteur spacing, encore et toujours, parce que c'est pas juste le fait d'avoir des joueurs plus petits, c'est aussi le fait que là, pour le coup, c'est pas les règles, c'est pas du faux spacing comme dans les années 90, là c'est du vrai spacing. Et donc, quand tu as Jokic qui est au milieu de la défense, poste bas ou pas poste bas d'ailleurs, Embiid aussi, poste bas ou poste haut pour son 1 contre 1, son poste, enfin, pour attaquer, bah, lui, il a plein d'espace aussi, quoi. Et donc, je pense que ce spacing ultime fait qu'on a effectivement de nouveau la possibilité de revoir émerger des joueurs, en fait, un peu «à l'ancienne» entre guillemets, quoi. Ouais, quand tu parles de ça, j'ai immédiatement eu l'image de Rudy Gobert, qui est multiple défenseur de l'année NBA et qui, face au spacing que lui ont imposé par exemple les Clippers en playoff, Mmh. bah, tout d'un coup, Rudy Gobert, c'était problématique de l'avoir sur le terrain. C'est-à-dire que Tyronn Lue, en utilisant Terrence Mann notamment, dans le corner, arrivait à faire en sorte de mettre le Jazz face à des choix de rotation et de. En fait, on voyait bien que le Jazz essayait de faire en sorte que Rudy Gobert n'ait pas à parcourir des distances complètement folles, qui de toute façon, il ne pourrait pas parcourir ces distances-là à temps pour faire le close-out sur le shooter. Et tu vois bien, Jokic aux Nuggets, c'est pareil. Mike Malone, tu vois bien qu'il y a un schéma défensif qui a été créé de façon à limiter les déplacements de Jokic, qui n'est pas à faire, qui n'est pas à aller d'un bout à l'autre du terrain, parce qu'ils savent très bien Mmh. qu'il ne sera jamais dans les temps. Et que c'est ce que l'attaque adverse cherche à faire, à Tout à bouger, fait, ouais. à bouger ce mec-là. Et je trouve ça, ouais, moi je suis toujours fasciné par ça quand tu vois ça en live dans les matchs, quand tu regardes un match, de voir comment les stratégies déployées pour sortir du jeu certains gars comme ça. Et Gobert, bah voilà, tu fais pas mieux en défense, en protection du cercle. Et pourtant, le Jazz s'est retrouvé confronté à des dilemmes qui paraissaient insolubles quelque part. Et belle illustration de ça parce que
On parle beaucoup dans l'évolution du jeu du 3 points, finalement, c'est normal. Mais je pense que, un meilleur, exemple de ce nouveau spacing, Mmh. de cette attaque prolifique moyenne en NBA, c'est le 2 points aussi. Tu regardes les pourcentages à 2 points, j'ai Complètement. calculé vite fait là, mais même pas, je te dis pas par rapport à 2015 ou par rapport à 95. Tu regardes par rapport à 2020. En 2020, le pourcentage moyen à 2 points, c'était 52. Mmh. 2023, actuellement, on est à 54,5. Ouais. Voilà, c'est pas que le 3 points. Alors, en tout cas, c'est pas que le 3 points directement, le tir à 3 points, prendre des 3 points. C'est aussi l'impact que peut avoir le 3 points qui permet tout cet espace à l'intérieur, comme on disait, d'avoir ces nouveaux, Jokic et Embiid qui peuvent opérer, alors qu'en 2008, ils auraient eu de 8 défenseurs, dessus, avec Kizone ou voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Mais franchement, je pense qu'on sous-estime parfois, alors parce que ça devient une habitude, le spacing, mais ça a vraiment un impact assez énorme, quoi. Je veux dire, un bond de 52 à 2 points en moyenne NBA à aujourd'hui 54,5 en à peine 2 ans, c'est assez colossal et je pense qu'il y a aussi, alors on n'a pas dit, mais au niveau de l'arbitrage, c'est pas tant au niveau des fautes provoquées parce que, on n'a pas plus de fautes qu'avant, en termes de taux de lancer franc, mais je pensais aussi au fait que, je crois que dans l'article que tu m'avais envoyé là, il Mmh. parlait aussi beaucoup plus de Ouais. fautes au niveau du panier. Ça, c'est vrai que, bah, plus de spacing, tu vas plus au panier et donc tu vas prendre ces lancers francs au panier. Donc ça augmente en effet. Mais l'arbitrage, moi, je pensais aussi au fait au dribble, en fait, hein. L'évolution des règles par rapport au dribble où en gros, hein, ce que font la majorité des joueurs aujourd'hui, il y a 15 ans, 20 ans, 40 ans, c'était des portées de balles, c'était des marchés, c'était des reprises de dribble, et cetera, quoi. Donc J'adore que tu parles de ça. bah, oui, J'ad mais c'est une part importante, quoi et plus même pour moi que le côté, je vais provoquer des fautes avec des feintes. En fait, ça a toujours été, mais le porté de dribble, enfin le dribble en lui-même est une grosse évolution arbitrale. Je sais pas si tu as fait du basket, mais moi j'ai fait du basket Ouais, et savoir déterminer ton pied de pivot, pivoter sur ton pied de pivot et ne pas le oui, lever et dribbler avant de lever ton pied de pivot et ainsi de suite. Tous les règles, fondamentales du basket que tu apprends quand tu es jeune et qui sont une tannée, hein, quand tu es en train de jouer, que tu es là, tu as envie de t'amuser, tu es dans le rythme et tout, tu te sens bien, tu es sur le terrain et tout et là, tu fais un move, tu pars en dribble, tu dis: «Yes, je vais faire une pénétration» et le à l'arbitre, il te siffle marcher et tu es là, putain, tu es dégoûté. J'espère et j'ai vu, Joe Dumars, qui est pas mal interrogé. Je je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été nommé à cette position. C'est que c'est à la fois, on va dire quelqu'un qui représente, une certaine idée de la défense, d'une certaine époque et en même temps, c'est un visage connu. Enfin, ça permet plein de choses à la NBA en termes de communication et heu et j'espère aujourd'hui que ça sera le prochain axe d'évolution, en termes de règles NBA. C'est ça ne disparaîtra pas, je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais arrêtez avec les marchés, arrêtez avec les mecs qui font 4 pas pour faire une pénétration au cercle, arrêtez avec les mecs qui prennent la balle, qui marchent, des fois ils font, ouais, 3 4 pas et ils commencent à dribbler. Nettoyer tout ça pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement important. mais est-ce que la NBA le veut ça? Est-ce que tu penses que c'est dans leur intérêt de réduire le côté offensif, à travers des règles plus strictes, par exemple? Je suis pas sûr, hein. Alors, je suis pas sûr non plus. Je pense que on est je pense, en revanche qu'ils veulent pas non plus que ça devienne une espèce de travesti de basket. Je Je sais pense pas. que Je sais pas. moi je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur le fait que ça va un peu trop loin et qu'il va falloir il va falloir freiner un peu ce truc-là, quoi. Peut-être, peut-être. Je Après, pense. je pense que c'est aussi, tu peux voir ça, alors je me fais l'avocat du diable, mais c'est un peu, bah, c'est pas le même sport, mais c'est une autre interprétation des règles, quoi. C'est pas comme avant, c'est vrai, tout le monde n'aime pas forcément, mais en même temps, si tout le monde le fait, bah, si tout le monde le fait, quoi. Tout le monde, c'est pas, genre le privilège de 2 joueurs ou 3 qui sont capables de faire des marchés et pas siffler. Tout le monde le fait, quoi, mais au-delà du côté bien ou pas bien, je pense qu'il peut-être on ne le met pas assez en avant, mais je crois que c'est Ben Taylor qui avait fait une vidéo sur l'évolution de l'arbitrage qui était très bonne aussi, que on peut encourager les gens à aller la voir, mais ça fait des différences énormes, quoi. Quand tu vois, quelqu'un comme Isaiah Thomas à Boston, tu te dis: «Beh, putain, il est incroyable sur drive et cetera». Oui, mais en même temps, il faisait un portée de balle ou une reprise de dribble sur quasiment tous les drives, quoi, donc pareil pour les fameux step back à 8 marchés, enfin à 8 pas de James Harden,
et cetera et cetera et bon, à la limite, si moi, aujourd'hui, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça explique aussi le fait qu'on ait beaucoup plus d'attaques. C'est parce qu'on a plus de spacing et en plus, on a des règles ou une interprétation arbitrale plus souple, peut-être qu'il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Ce qui fait que, bah oui, du coup, on n'a plus le même sport, quoi. Presque littéralement, j'ai envie de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, moi, je doute pas sur le fait que la NBA a toujours été soucieuse d'analyser le produit qu'elle propose aux fans. Oui, oui, oui. Elle a jamais eu peur de le faire évoluer. Ils ont jamais eu peur de se remettre en question eux-mêmes. La nomination de Joe Dumars, elle est tellement appuyée par la NBA que je pense que c'est un signe qui est envoyé en disant attention. Je sais pas si tu vois cette espèce de gars qui est sur Twitter notamment qui s'amuse à faire des clips des joueurs qui marchent et il dit travel, travel, Oui, travel. oui. J'adore ce gars-là. Je trouve ça extrêmement drôle. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que la NBA n'a absolument aucune envie de retourner dans le basket des années 90, début 2000, où tu avais des rencontres qui se terminaient à 67, 75. Les Ouais. gens qui sont là à me dire aujourd'hui, ah, je regrette le côté ultra physique de l'époque et tout ça. Peut-être. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui adoraient ça, l'espèce de combat de sumo que ça pouvait être à un moment. Mais franchement, il y a des matchs, c'était des purges monumentales. Si tu regardais un Pacers Pistons de la bonne époque, là, les Ben Wallace, Ron Artest et tout ça, ok, pourquoi pas, ça pouvait être fun parce qu'il y avait un vrai niveau de compétition. Mais tu avais des matchs, c'était juste insupportable. Excusez-moi, mais Après, moi, franchement, je sais pas si moi, je sais pas si déjà il y a des questions de goût, je pense que c'est très subjectif. Je comprends ce que tu dis et je suis plutôt d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi un côté où en fait, c'était pas le même sport, en fait je et pense pas que la NBA. Moi, je dis pas, je juge pas forcément ça. Moi, bien sûr, j'aimais ouais. pas trop ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je pense pas que la NBA veuille retourner à ce basket-là. C'est ça surtout Oui, que je veux c'est dire. ça, ouais, mais parce que c'était un jeu extrêmement différent qui était plus sur un côté, affrontement direct physique, ce genre de choses, pardon Hmm. et du coup, c'est juste pas le même sport. Alors, c'est différent, en fait. Je peux totalement comprendre qu'il y a aussi des gens qui appréciaient beaucoup cette époque, Oui, je vois ce ce que tu veux voilà. dire. Ah oui, Mais complètement. bon, mais Moi mais aussi. après voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je suis un peu d'accord avec toi, sur, oui, en même temps, il y avait aussi des mauvais côtés, quoi. Aujourd'hui, on a des mauvais côtés, mais avant aussi, il y avait des mauvais côtés. Et chaque époque et chaque jeu a ses bons et ses mauvais côtés. Donc finalement, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est l'évolution, on va dire. Ouais, complètement. On va parler des Denver Nuggets. On va enchaîner. Ouais. Denver Nuggets qui sont premiers de la conférence Ouest. Ça se joue actuellement dans un mouchoir de poche avec Memphis. Euh, les Nuggets doivent leur excellent début de saison à Nikola Jokic, qui est clairement dans la conversation du MVP. On en parlera sûrement plus tard, mais voilà. Il y a également les bonnes performances d'Aaron Gordon qui réalise très probablement, même assez certainement, sa meilleure saison en carrière et que Mike Malone n'arrête pas de présenter comme un All-Star méritant, même si je pense que ça va être très très dur. Euh, les Nuggets sont très très forts. On sent que depuis que Jamal Murray commence à retrouver ses sensations, le Michael Porter qui est revenu mi-décembre, cette équipe commence vraiment à trouver à trouver son rythme. Mais il y a encore beaucoup de gens qui doutent de leur capacité défensive. Et on sait très bien que la défense en playoff, c'est primordial. Euh, Première question, Guillaume, à quel point la défense de Denver est problématique pour toi dans leur aspiration pour aller très loin en playoff? Je commencerai par cette question-là. Bah, c'est vrai que c'est toute la problématique, c'est que, tu as affaire avec, Jokic qui est un pivot, beaucoup plus offensif que défensif, on peut le dire et quand on Oui. connaît l'importance de ce rôle-là en défense, enfin le rôle du pivot dans une défense NBA, c'est vrai que tu as finalement un compromis qui est assez simple, qui est que tu dois construire ton équipe pour compenser, et pour essayer de limiter les dégâts en défense, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Il t'apporte, une attaque merveilleuse et derrière le compromis, c'est tu dois un peu l'aider en défense, on va dire. Mais donc il y a aussi ce truc où Denver est redevenu compétitif, notamment ces dernières années, avec un schéma, notamment sur pick and roll qui est que Denver fait ce qu'on appelle du edge, donc parfois soft, Mmh. parfois un peu plus hard. C'est en gros donc on fait monter Jokic au niveau de l'écran, voire un peu plus haut, un peu plus bas. Mais en gros, le but, c'est de créer momentanément une espèce de prise à 2 sur le porteur de balle et que donc le forcer à faire la bonne action qui est si j'ai deux défenseurs sur moi, je lâche la balle, quoi, en gros. Et le système des Nuggets est basé là-dessus où,
donc à partir de 2019, 2018-19, il y avait ce fameux edge qui fait que on n'avait plus un Jokic qui attendait un retrait, en retrait proche du panier comme avec Gobert, comme avec Brook Lopez, mais plutôt on l'impliquait et c'est lui qui était dans cette espèce de prise à 2 et derrière, fallait qu'il y ait la défense en second rideau. Et le fait est que, bah, tu vois, 2019, la première année où ils sont compétitifs, ils ont une défense qui est top 10. Ils ont une très bonne défense parce qu'il y avait un personnel derrière qui, justement, lorsque le porteur de balle libérait la balle et tentait d'exploiter ce qu'il y avait derrière la prise à 2 et derrière Jokic, tu avais toute une escouade de joueurs, de défenseurs en second rideau ailiers qui étaient parfaits pour ça. L'effectif était parfait pour ça. On avait des Paul Millsap, évidemment très bons dans l'exercice. Touré Craig aussi, que je peux citer. Jeremy Grant, Gary Harris. Même moi, je trouve que Hernan Gomez et Malik Beasley, qui n'étaient pas des foudres de guerre, mais qui étaient toujours bien placés. Enfin, voilà, il y avait une densité d'effectifs qui te permettait de faire ça. Et c'est vrai que on n'a pas eu un aussi bon renouvellement qu'on aurait pu penser depuis les départs de Paul Millsap, de Jeremy Grant, de Torrey Craig, etc. Gary Harris aussi, du coup, est parti dans le trade d'Aaron Gordon. Et du coup, on se retrouve avec finalement les mêmes schémas de pick and roll, les mêmes schémas, mais sauf que ta défense en second rideau, elle est plus aussi bonne, quoi. Donc, c'est pas pour le moi, même la personnel. problématique, c'est exactement, ouais, exactement. Donc, je pense que tu es un peu obligé de jouer comme ça avec Jokic, parce que c'est la manière où tu limites le plus les dégâts, on va dire, mais il te faut le personnel pour ça, et bah, le fait est qu'ils l'ont pas totalement, quoi. Parce que quand tu envoies des défenseurs vers Paul Millsap ou vers Torrey Craig ou vers Jeremy Grant ou Gary Harris, ça va. Quand tu les envoies vers Michael Porter Jr., qui est souvent attaqué de cette manière, ou vers Jamal Murray, ou vers. Voilà, c'est pas la même histoire, quoi. Donc il y a certaines limites, et je pense que Denver, c'est un peu la priorité, c'est se renforcer sur les ailes, en fait, finalement. Oui, moi je trouve que le recrutement des Nuggets était très bon. J'ai regardé, hein, là en ce moment, si tu regardes leur defensive rating, ils sont 19e. Sur l'ensemble de la saison, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Les équipes qui sont vraiment prétendantes au titre, la plupart du temps, sont au minimum. Si t'es pas top 10 dans les deux, en Oui. attaque et en défense, ça va être excessivement compliqué pour toi, quoi. Mais depuis la mi-décembre, depuis qu'ils ont récupéré tout le monde, et que, comme je disais tout à l'heure, Murray a commencé à reprendre des couleurs, parce que, bon, normal, début de saison, c'était compliqué. Après avoir manqué autant de temps, c'est normal. Maintenant qu'ils ont leur effectif au complet, depuis mi-décembre, ils sont 6e en Ouais. defensive rating. Donc, c'est beaucoup mieux. Et moi, je trouve que, comment il s'appelle, Caldwell Pope, Bruce Brown, tous ces mecs-là, le fait qu'il ait également, Mike Malone, décidé de mettre Zignaggi beaucoup plus que DeAndre Jordan, parce que DeAndre Jordan avait beaucoup trop de minutes, ça à mon goût, au début de DeAndre saison. Jordan a arrêté de jouer au basket en 2019, mais il nous l'a pas dit encore, en fait. C'est juste ça. Et donc, il utilise d'autres rotations. Il a également mis le rookie, la Brown, beaucoup Oui. plus. Il essaie de lui trouver des minutes, tout du moins beaucoup plus, parce qu'il a réalisé que sa présence sur le terrain était très bonne d'un point de vue défensif, et que offensivement, c'était pas un minus total. Donc, je trouve que les Nuggets, il y a quelque chose. J'ai hâte de voir dans 1 ou 2 mois, là, au niveau du All-Star break, où ils en seront sur la période mi-décembre et février, fin février, tu vois. Ouais, Je ouais, ouais. pense que je vais jeter un œil pour voir avec un peu plus de samples, un peu plus d'échantillons, où ils en sont à ce niveau-là. Mais Bah, disons voilà, le qu'ils ont gros moins problème des de. Nuggets, c'est la défense du cercle. Ils ont Oui. personne pour défendre le cercle, en fait. Ouais, c'est ça, mais du coup, ils ont moins de marge de manœuvre, quoi. Donc s'il y a des matchs où ils se prennent une pluie de 3 points, et ils ont pas de chance de ce côté-là, bah, du coup, ça devient de suite cata, et c'est un peu le début de saison, quoi. C'est ça. Voilà, il faut que ça se mette en place, et je pense que ça peut aller, et notamment ce qui était intéressant, c'est que tu vois, ils étaient 19e ou 20e au defensive rating, donc les nombres de points encaissés par 100 possessions. Il se trouve que malgré ça, ils étaient quand même 3e au net rating, donc le Oui, différentiel parce qu'ils ont attaque-défense. ils ont une attaque Voilà, historique. exactement. Donc c'est là-dessus où tu te dis, il suffit qu'ils soient juste assez bons en défense, comme tu dis, et on est en train d'aller vers ça. On n'a pas besoin que ça soit non plus une top 5 défense, Non, mais non, juste que les top 10. KCP, les Bruce Brown, tout 9, ça se met 8, en place. 8, 8, Et 9, 10, c'est si bien, tu es juste assez bon, vu à quel point tu es je fort en pense. attaque, ça peut aller loin, je pense, en playoff. J'ai une question à te poser, Guillaume, concernant Nikola Jokic. Oui, dis-moi. Ah, pardon, ça y est, je t'ai retrouvé. Ouais.
Tu m'avais posé une question, c'est ça? Oui, non, oui, je voulais juste te poser cette question pendant que je te tiens, parce que je tiens à préciser à mes auditeurs que je te parle des Nuggets, non pas parce que je suis archi fan de Nikola Jokic, tout le monde le sait dans ce podcast, mais parce que tu parles souvent de toi-même de Jokic et des Nuggets. Et j'avais cette question à te poser, Guillaume. Est-ce que il est possible qu'aujourd'hui, Nikola Jokic, bien qu'il ne corresponde pas forcément à l'idée qu'on se fasse de tout ça, mais est-ce que ça serait possible qu'il soit le meilleur scoreur et le meilleur créateur en NBA actuellement? Ah oui. Oui, oui, largement. Largement, largement. Je pense que en tout cas, il est largement dans le débat pour les 2, on va dire. Je pense qu'on peut répondre oui, mais en tout cas, oui, il est dans ce genre de conversation et je pense que presque le débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui, toi et moi, c'est est-ce qu'il va avoir un 4e MVP d'affilée? Parce que Un le troisième, ah oui, non, oui, le tu 3e tu c'est veux dire plié que donc déjà. troisième c'est plié, quoi. J'adore. Non, mais Tu m'as je plaisante un peu, mais tu vois un peu drôle. l'idée, quoi. Et est-ce que bizarrement, ça serait pas aussi le joueur le plus héliocentré de la NBA? Tellement Oui, son impact individuel sur l'équipe est colossal. Là, tu parles du fait ils sont 3e en net rating malgré une défense un peu vaseuse, mais ils sont tellement forts en attaque. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, je le dis souvent, je suis désolé, chers auditeurs, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, mais, euh, mais quand tu regardes les chiffres, voilà, quand Jokic est sur le terrain, c'est une attaque absolument historique qui marche sur l'eau. Et quand il est plus sur le terrain, c'est pas le cas du tout. Ils sont dans les pires attaques de la ligue. D'ailleurs, je oui. tiens à signaler que développement très intéressant sur les derniers matchs des Nuggets, sur les 11-12 derniers matchs, pour la première fois de la saison, quand Jokic n'est pas sur le terrain, ils ont un ratio positif. Plus 4, ils avaient. Ce qui est tout petit, mais c'est révolutionnaire du côté des Nuggets. Laissez-moi vous le dire. Donc voilà, est-ce que c'est pas le joueur le plus héliocentré, même si le gars, il a la balle finalement dans ses mains que quelques secondes. C'est pas du tout comme Luka Doncic ou James Harden, tu vois, cette idée qu'on se fait de l'héliocentrisme en Oui. NBA. Mais Bah, quelque part, c'est là où c'est absolument fascinant parce que, c'est lui le vrai joueur héliocentrique de NBA. on On est va dire d'accord? au sens le plus littéral possible, en fait C'est ça, on et est d'accord. alors qu'en fait, le terme, je crois qu'il vient de Seth Partnow, qui est un ancien de, analytics de chez Milwaukee, mais qui est depuis dans les médias et qui a écrit des livres et tout ça Mhm. et qui avait lancé ce truc de héliocentrique pour l'idée que, bah, en termes d'astrophysique, c'est le joueur, comme le soleil autour de Le qui, soleil, ouais, les planètes tournent, quoi c'est ça. et il avait dit ça dans le sens plutôt, bah, voilà, comme tu dis, James Harden, Luka Doncic, LeBron James à certains moments, c'est lui qui a la balle, c'est lui qui fait tout. Donc il y avait En cette fait, idée c'était le taux de d'usage, en fait. L'idée, c'était c'est ça, voilà. des joueurs qui ont des taux d'usage au-delà des 30%, et tu te dis, c'est ça l'héliocentrisme, alors que Jokic, c'est pas du tout le même délire, quoi. Mais l'analogie était du coup, un peu, incomplète parce qu'il y avait cette notion de OK, c'est lui l'astre autour de qui, tout va tourner, mais comme tu dis, plutôt en termes d'usage et en termes de qui a la balle, quoi. Voilà, LeBron James ou James Harden a la balle et autour, les shooters, c'est les petites planètes qui tournent autour, quoi. Et ce qui est intéressant et ce qui est fascinant avec Jokic, c'est que lui, il est littéralement le joueur héliocentrique, c'est-à-dire avec vraiment cette notion qu'il y Complètement. a effectivement tout qui littéralement tourne autour de lui, quoi. Ouais. Et comme tu dis, tu regardes des stats depuis, de touches, pardon, de tracking data, donc les caméras de mouvement qui capturent le nombre Mhm, mhm. de temps où tu as la balle entre les mains, le nombre de fois où tu la touches. Depuis 3 ans, c'est lui qui touche le plus la balle en NBA. En moyenne, il est autour des 100 fois, il touche la balle par match. Mais par contre, tu regardes le haut du classement, il y a Luka Doncic à côté, il y a, bah, Trae Young, il y a, Harden et cetera. Mais sauf que, Trae Young, Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard, ils gardent la balle en moyenne dans un match autour de 6 minutes ou plus de 6 minutes. Lui, c'est à peine, 2 ou 2 et demi. Ouais, c'est ça, ouais. En termes de nombre de secondes par toucher de balle où il a la balle entre les mains, bah, les classiques héliocentriques, il le garde longtemps aussi. Lui, c'est à peine 2 secondes, en moyenne et en fait, il y a tout qui rebondit autour de lui donc c'est là-dessus où c'est lui finalement le vrai joueur héliocentrique. On utilisait le terme finalement assez mal jusqu'ici, Ouais, je suis mais d'accord. c'est lui le vrai astre autour de qui littéralement tout tourne autour. Mais je trouve ça assez marrant comment Nikola Jokic déchaîne un peu les passions dans certains cercles de fans. Parce que tu sais quoi, je suis fan de ce mec-là et je comprends que les gens en aient marre d'entendre parler de ce gars-là. euh, il ne correspond pas forcément à l'idée même de la superstar NBA athlétique. Tu vois, où j'ai envie de te dire, un mec, Ja Morant, c'est vraiment l'idée que tu te fais de la superstar NBA, quoi. Dans certains, dans Ouais, certains, ouais, ouais. dans certains cercles. Euh, et Jokic, je comprends que certains en ont marre de parler de lui, tu vois.
ou d'entendre parler de lui tout simplement. T'as envie que Joel Embiid, que Luka Doncic soient aussi sur le devant de la scène. Et quelque part, Jokic, tu regardes les 2 saisons qu'il a faites avant, et tu regardes la saison d'aujourd'hui, enfin de cette saison-là, là, de 2022-2023, il est largement au-dessus de ce qu'il a déjà fait. Et je me demande jusqu'où il peut aller, en fait. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oui, parce que ça fait 3 ans qu'on se dit: «Beh, il est extraordinaire et il a atteint son paroxysme» et ça fait 3 ans qu'à chaque fois il revient et il est encore plus monstrueux, quoi. C'est enfin, c'est un délire total, quoi. Notamment en termes d'efficacité au scoring, D'efficacité, ouais, c'est c'est n'importe de la quoi. folie. Alors actuellement, il est autour des 120 de true shooting plus, donc très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son scoring individuel est plus efficace que la moyenne à hauteur de plus 20, voilà. Et Mm. ça, c'est une marque, plus 20 d'efficacité sur un tel volume de responsabilité qui a été fait une poignée de fois dans l'histoire de la NBA. On a du Stephen Curry, on a du Mhm. Kevin Durant, du LeBron, Adrien Dantley l'a fait une fois dans les années 80 et après c'est Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar et Jerry West et en fait, c'est tout. Voilà, C'est c'est tout. ça. C'est voilà le genre de compagnie dans lequel, avec qui, Jokic est en termes d'efficacité sur son propre scoring. Donc ça, déjà, en soi, c'est déjà extraordinaire. Mais en plus, il y a tout ce côté, dont tu as parlé là, le héliocentrique où ça ne s'arrête pas juste à son propre scoring. Il y a ce côté, qui déteint sur tout le monde avec ce style de jeu et qui, je pense, permet de porter une attaque plus haut que des styles un peu plus classiques et un peu plus, dominants sur pick and roll comme Luka Doncic, comme James Harden, et comme ce genre d'exemple, quoi. Avec Jokic, on a la preuve dans les stats et dans comment se comporte l'attaque autour de lui quand il est sur le terrain, quand tu compares ça à des porteurs de balles classiques de pick and roll, on atteint des sommets et des hauteurs qui sont largement plus hautes parce que cet impact, cette dangerosité, mais aussi le playmaking et aussi le mouvement et ce mouvement constant, cette dangerosité constante fait que en gros, il y a que Stephen Curry qui a un impact similaire en termes de gravité et d'impact sur l'équipe, quoi. Donc c'est assez dingue, ouais, c'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. Et ce qui est marrant, c'est voilà, moi, c'est ce que il impose une redéfinition totale de ce qu'est un joueur ultra dominant dans la NBA. Oui. Et voilà, pour moi, ça correspond vraiment pas à l'idée que beaucoup de gens se font de ça. Et je trouve ça rigolo. Parce Et que on peut dire que franchement, c'est c'est un dommage. joueur. Moi, et ce que je trouve dingue, c'est que toi, c'est un joueur que je regarde énormément jouer parce que j'ai un plaisir monstrueux à le regarder jouer. Je trouve que Mmh, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai jamais vu jouer de ma oui. vie. Clairement, moi, je vais pas cacher, je vais pas bouder mon plaisir. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que euh, je- on a peut-être tendance des fois à voir Jokic jouer et de se dire, le mec fait tellement ça tout le temps qu'on pourrait devenir un peu insensible à ce qu'il propose sur le terrain. Et moi, j'essaie de me forcer à comprendre que c'est pas du tout commun ce qu'on est en train de voir en fait. Oui. Ah oui, c'est assez historique, ouais. C'est assez historique. Mais après bon, c'est la nature humaine aussi parfois de râler ou d'être lassé par certains voilà, quand la domination elle est aussi grande et aussi longue, on se lasse un peu, quoi. Donc je peux comprendre Je aussi, mais comprends aussi. Ouais. je vais te dire un truc, bon, si eux, ils l'aiment pas, nous 2 on peut récupérer et l'aimer pour l'ensemble, hein. Oui, oui, tout à fait. Un dernier mot sur les Nuggets concernant Aaron Gordon. Je voulais parler un peu plus de lui, mais finalement, Ouais. pas vraiment, mais tant pis. Aaron Gordon, un All-Star en puissance ou pas selon toi? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. J'avoue qu'en plus, bon, le All-Star Game, moi, c'est toujours une ambiguïté, Oui. enfin, c'est toujours un peu ambigu parce que c'est une récompense sportive, mais mélangée avec aussi un match de gala et le vote des fans, donc je sais pas trop quoi en penser. Après, faut voir par rapport à la concurrence, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que lui, il fait d'énormes progrès offensivement, mais là encore, pardon de retomber là-dessus, est-ce que Aaron Gordon, c'est pas le meilleur exemple de de la domination de Jokic finalement? Parce En que tout cas, quand c'est le tu partenaire idéal c'est ça, ouais. pour Jokic. Le fait de faire venir ce gars-là dans l'équipe a clairement donné à Jokic le parfait partenaire de jeu, quoi. Si Jamal Murray retrouve ses sensations et que Mike Malone peut utiliser Jamal Murray beaucoup plus pour nourrir l'attaque justement de façon beaucoup plus classique pour le coup quand Jokic se repose, donc justement essayer de compenser les minutes où Jokic souffle sur le banc. euh, je veux dire, il est bien, Mike Malone. Entre faire jouer le pick and roll Jokic-Murray et la paire Jokic-Gordon, et après laisser Murray se débrouiller. Je pense qu'aujourd'hui, la mission de Mike Malone, c'est de trouver le meilleur 5 à mettre autour de Jamal Murray quand Jokic ne joue pas.
Bah, c'est aussi ça pour moi la limite peut-être du profil d'Aaron Gordon. Je sais pas s'il sera All-Star. Bon, ça me choquerait pas qu'il le soit, mais je pense que Ça va c'est être surtout, compliqué. une hausse d'efficacité, incroyable de sa part, mais parce qu'en fait, c'était un joueur qui était mal utilisé à Orlando, plutôt dans la création de balle en Complètement. main, et aujourd'hui, il est libéré parce qu'il est utilisé dans des domaines où il est fort en fait, hein, la finition au panier, les cuts, ce genre de choses, et donc il y a ce côté-là où il y a un boost d'efficacité qui montre bien que le bon joueur dans le bon contexte offensif, on a ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, pour moi le succès des Nuggets passera plutôt par, retrouver un Jamal Murray créateur offensif, pour le coup lui, vrai créateur offensif de bon niveau. Aaron Gordon, je pense qu'il continuera à faire des choses, mais si le destin doit passer par lui, ce sera pas un aussi beau destin, on va dire. Ouais. J'ai trouvé une stat amusante et j'aimerais terminer sur les Nuggets Ouais. là-dessus. Historiquement, c'est John Hollinger qui a sorti ça sur le site The Athletic. Historiquement, il y a 97% de chances que le prochain champion NBA soit top 3 de sa conférence. Ce Ah qui ouais. veut dire aujourd'hui à l'Ouest que potentiellement, il y aura pour la première fois un néo représentant de la conférence Ouest en finale. Donc Soit les Denver, Nuggets, soit les Memphis ou Pelicans, soit les Grizzlies. ouais, ou les Kings, hein, qui sont 3e Oui, actuellement. oui, c'est vrai que les Kings sont passés devant les Pelicans. Pelicans, je ne sais pas combien de temps ils vont durer, ils vont réussir à tenir la baraque, mais et donc il expose un petit peu les chiffres. Et en fait, pour que ces équipes qu'on pensait être beaucoup plus probantes en début de saison, les Warriors, les Clippers, Dallas, Phoenix, pour arriver à atteindre ce top 3 de la conférence Ouest, il faut qu'ils fassent une deuxième partie de saison, mais absolument presque historique, quoi. Et Bah, c'est un peu j'ai le trouvé cette statistique assez incroyable, en fait. ouais, c'est un peu, je pense aussi, le lot de pas mal d'équipes qui, quand elles ne sont pas en début de cycle, on voit elles abandonnent un peu la saison régulière, ou en tout cas, elles sont pas autant à fond que ça peut être au début où Oui, l'équipe est construite, quoi, finalement. c'est très vrai. Je Et pense moi, que je donne toujours du crédit aux équipes expérimentées comme les Warriors. Les Warriors, voilà. il va falloir un moment avant que je les lâche comme étant une équipe que j'ai pas envie de voir en playoff si je suis leur adversaire. Mais je trouve ça hyper intéressant en fait. C'est très rare en vérité, Mmh. statistiquement, qu'une équipe, si les Warriors par exemple terminaient sixième ou cinquième, sans avoir jamais l'avantage du terrain de tous les playoffs, quasiment, ça serait quasiment du jamais vu, quoi. Oui. En tout cas, moi, Sacramento en finale NBA, ça serait, c'est la grosse cote, hein. Il faut le jouer maintenant, du coup, en se basant sur cette stat. Et c'est surtout que les équipes non expérimentées, c'est toujours excessivement compliqué quand tu Mmh. arrives sur des matchs couperés en playoff, quoi. Je pense qu'on a aussi, alors c'est circonstanciel, mais on a aussi un peu l'effondrement de certaines équipes qu'on attendait plus haut, hein. Le Phoenix, on les attendait, top Mhm. 4. Ils y sont pas parce qu'il y a des blessures et des problèmes. Tout à fait. Voilà, les Warriors aussi, on les attendait plus haut, bon Dallas est plutôt à sa place. Les Lakers, on s'était dit: «Bon, beh, une équipe avec LeBron quand même, ils vont faire un échange de Westbrook, ils vont avoir une équipe potable quand même autour de» ben, non, toujours pas. Donc on a aussi ce truc où on a des bonnes surprises, mais parce qu'il y a la place d'avoir des surprises aussi. Tout à Si fait. les Clippers étaient à fond, si les Warriors étaient à fond, si Phoenix était à fond comme on aurait pu s'y attendre, ça serait quand même des bonnes équipes, hein, les Kings, les Pelicans, et cetera. Mais on les verrait peut-être un peu moins bien, quoi. Mais en même temps, il y a la place, eux, ils la prennent la place, donc tant mieux pour eux, quoi. Ouais, complètement. En tout cas, c'est une stat que j'ai trouvée amusante parce que Ouais, ouais, ouais. ça permet enfin, j'ai pas envie de dire que je suis Madame Irma et que je vais prédire l'avenir, mais d'ailleurs, c'est pas moi qui ai sorti cette stat, tout simplement. C'est John Hollinger, donc. Mais je trouve ça toujours intéressant. C'est-à-dire que souvent, on sait assez tôt dans la saison, finalement. Il y a déjà des tendances quand même assez fortes qui... Oui, Aujourd'hui, on est plus sur ah oui, mais attends, c'est que le début de la saison, quoi. C'est ça que je veux dire. ouais. Oui, Il tout à fait. commence à y avoir des tendances qui sont quand même assez claires. Et quand bien même certaines équipes arriveraient à peu près en forme en playoff après avoir galéré à cause des blessures, tout ça, ça va être c'est toujours excessivement compliqué de tout gagner à l'extérieur en playoff, quoi. Mmh, tout à fait.
On va terminer, on va essayer de se donner 10 minutes pour parler du Thunder. Thunder qui sont actuellement 9e de la conférence Ouest. En tout cas, ils sont en place pour disputer le play-in, potentiellement face aux Clippers. En tout cas, quand j'ai préparé cette émission, c'était le cas. Ce qui me ferait absolument délirer si ça devait se passer. Parce que l'historique entre ces deux clubs, hein, l'échange entre Paul George et Shai Oui. Alexander qui est venu dans cet échange, et tous ces pics de draft. Et moi, j'ai eu mes doutes sur leur stratégie de reconstruction. J'ai eu des doutes sur la patience de Shai Alexander de poursuivre dans cet effort de reconstruction qui, semble-t-il, fonctionne. Si on regarde les stats aujourd'hui du Thunder, ils sont élites à plusieurs niveaux de la ligue, hein, à l'échelle de toute la ligue. Ils sont seconds en points par match, ils sont premiers dans les points inscrits sur balles perdues, ils sont 7e en points dans la raquette, ils sont 5e dans le rythme du jeu. Sur les 3 points inscrits, ils sont à égalité 7e. Enfin, tous les feux sont au vert aujourd'hui au niveau du Thunder, alors que c'était pas forcément censé se passer comme ça. Et je te parle du Thunder parce que je t'ai vu beaucoup de fois parler de cette équipe, soit de Jalen Williams, soit de Marc Daigneault et de la stratégie de reconstruction. Tu as l'air plutôt enthousiaste et je voulais que tu m'expliques pourquoi, justement. Oui, c'est vrai que j'ai fait un tweet à ce sujet en faisant les louanges de OKC. Ça faisait à peu près 1 mois et demi que je me retenais de faire le tweet. Et là, je me suis dit, allez, ça y est, cette fois, je le fais. Mais ça faisait 1 mois et demi que ça couvait et que je me dis, mais c'est quand même très sympa, quoi. Et mais c'est vrai qu'on a ce truc où pour l'instant, on le voit pas. Je trouve qu'on voit pas à quel point ce qu'ils font est bien Ouais, parce que le niveau de talent, alors peut-être pas de talent, mais le niveau de comment dire? Le niveau des joueurs est pas encore top. On est encore sur un groupe qui est très jeune, mais pour moi, si on mettait des joueurs très compétents, des vétérans, avec ce système de jeu-là, on aurait des résultats qui sont très, très bons, quoi. Et je trouve que ce qu'est en train de développer Marc Daigneault, notamment, donc le coach, et même la stratégie globale de la franchise, j'ai appelé ça un peu le process 2.0 par rapport au process de Sam mhm, Hinkie à Philadelphie, qui moi, je suis un énorme défenseur de cette période-là et des idées qui voulaient être mises en place et qui ont été mises en place avec le jeu Brett Brown qui avait mis un jeu en place qui était intéressant par rapport à l'époque, le scouting qui avait été fait, etc. Et là, on retrouve exactement la même chose, je trouve, pour moi, avec bon, le côté on gagne les transferts avec plein de pics, ça on le connaît. Le côté scouting, on va chercher plein de joueurs intelligents, on le connaît aussi. Et effectivement, sur le terrain aussi, je trouve on a un style de jeu qui est développé et qui est assez particulier, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup de vitesse et surtout beaucoup de. On parlait des analytics tout à l'heure. C'est une équipe qui clairement va chercher et a conscience des analytics et met tout en place pour aller chercher ça, quoi. je suis tout à fait Notamment en d'accord. termes de tir au panier, ils sont deuxième, je crois, tir totaux au panier, mais surtout en termes de drive, ils sont premiers de NBA de manière outrageuse. Enfin, ils sont premiers avec 65 drives par match. Et New Che a York est beaucoup de choses à voir oui, là-dedans. exactement. Donc 65 par match. New York, qui est deuxième, est à 55. Et après, c'est 55, le troisième 53, 52. Bref, il y a un écart qui est colossal entre le Thunder et le reste de la NBA. Et cette stat des drives illustre bien ce style de jeu quand on les voit extrêmement rythmés, des systèmes de jeu finalement très simples mais très bien exécutés. Je crois que c'est aussi ça le secret, c'est l'exécution qui est assez parfaite de tous ces systèmes de jeu. Le fait d'avoir autant de jeunes joueurs, ça aide aussi, hein. C'est plus facile d'apprendre à des jeunes joueurs, de modeler des jeunes joueurs que d'intégrer des vétérans, on va dire. Mais bref, on a une attaque qui est vraiment très très bonne et même déjà une défense aussi qui a tous les concepts actuels de on va boucher l'espace à l'intérieur, on protège le panier, etc. Et je crois que la défense est Ouais. top 10 aussi déjà. Oui, oui, alors, mais moi, c'est ça qui. En fait, déjà l'an dernier, la défense d'OKC, à la fin de la saison, avait montré vraiment des très belles choses. Et quelque part, déjà, enfin, j'enlève rien. C'était déjà très surprenant. Moi, j'avais été très surpris par ça. Ils avaient fini la saison sur les derniers mois de la saison. Ils avaient terminé 8e, je crois, meilleure défense de la ligue, ce qui était assez incroyable. Quand tu regardes le personnel qui est sur le terrain, notamment la jeunesse qui est sur le terrain, moi, ce qui me surprend le plus maintenant tout de suite, c'est qu'ils ont réussi à garder ce niveau défensif, qui est tout à fait bon, et qu'aujourd'hui, offensivement, ils sont en train de récolter les fruits de leur labeur. Ils ont trouvé des solutions, ils ont trouvé leur. Comme tu dis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tient des analytics où ils savent où aller chercher leur attaque, ils savent générer des points.
Ils savent comment le faire, soit en utilisant leur star, enfin Shai Gilgeous-Alexander, soit en combinant collectivement sur le terrain des systèmes de jeu qui sont extrêmement pertinents. J'adore regarder cette équipe jouer, alors que voilà, c'était pas forcément parti en début de saison. Tu te dis, tiens, Thunder, je le Oui. mets dans mon programme télé, tu vois. Et Non, mais tout à fait. voilà, leur probité offensive je trouve c'est le plus surprenant pour moi, vraiment. Et là où moi je suis vraiment très chaud et très, très impressionné, c'est que la tactique en elle-même et le côté schéma de jeu de Marc Daigneault, et moi je suis très impressionné. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a une stratégie à l'échelle de la franchise qui est plus globale. Et Oui. par là, je veux dire qu'il y a une vraie philosophie qui est mise en place à travers le recrutement et le scouting, Mmh, qui va chercher des joueurs qui vont s'intégrer là-dedans. Et c'est peut-être ça je aussi une vois. partie de la révolution pour moi, ou de la mini-révolution, c'est qu'on est sur un style de jeu, de partage de balles et de rythme, et voilà, très classique, mais avec des joueurs qui sont tous, pour moi, qui remplissent cette même philosophie. C'est l'objectif, c'est d'avoir des joueurs qui sont dans l'adaptabilité en mouvement. Et c'est vraiment fondamental pour moi, cette notion de, on va pas juste chercher des bons joueurs. Il y a aussi un certain profil qui est, comment est-ce que tu te comportes dans l'espace, à la fois en attaque et en défense. C'est-à-dire, en attaque, il faut que tu sois un bon passeur, que tu saches dribbler, tu saches shooter. Vraiment adaptabilité en mouvement de ce côté-là. Et puis pareil en défense aussi. C'est pas juste on prend des défenseurs qui sont bons face au ballon. Il y a un côté très intelligence de jeu. Et là, je pense qu'on partage le même amour de Jalen Williams, toi et moi. Ouais, complètement. Mais non, mais c'est complètement Il ça. est Et moi, incroyable. il y avait un trade qui m'avait un peu, que je retiens un peu, alors que c'est un trade Mmh, mineur, mais il y a 2 ans, je crois, ils avaient envoyé Hamidou Diallo contre oui, Zvi oui, Mihailouk oui. à l'époque, et qui peut paraître un trade totalement anecdotique, mais pour moi, ça illustrait parfaitement cette philosophie de Hamidou Diallo, excellent athlète, qui a un peu du mal à développer les skills, mais excellent athlète et qui fait des choses à Détroit, mais il rentrait pas totalement dans ce système de jeu qu'on voulait faire, d'intelligence de jeu dans l'espace, de passing, de défense collective. Et on va plutôt tenter le coup avec Zvi Mihailouk, Mmh. bon, qui du coup n'a rien donné, hein, mais ça illustre bien ce truc de, on veut pas juste des bons joueurs, on veut aussi des joueurs qui collent parfaitement à la tactique qu'est en train de mettre en place le coach. Et c'est là-dessus où le projet est très intéressant, parce que bon, tu as des Shai Gilgeous-Alexander, tout le monde connaît. Chet Holmgren va revenir, bien sûr, dans la protection du panier, le switch, etc. Mais même Josh Giddey, en termes de défense, mais surtout le passing, l'intelligence de jeu. Incroyable. Kenrich Williams, Jalen Williams, finalement. Voilà, c'est vraiment que des joueurs qui savent faire un truc. Et pour moi, c'est cette notion d'adaptabilité des deux côtés du terrain. Ouais, le projet d'OKC est probablement un des trucs les plus fascinants qui m'ait Ouais, été donné de voir en termes de reconstruction. Je suis content que tu aies cité Saminki aux Sixers, parce que pour moi, on est dans le même délire en termes de oui. fascination. En tout cas, moi, de mon point de vue à moi, hein, c'est comme ça que je le vis. En termes de fascination, j'ai hâte de voir comment Sam Presti, avec le trésor de guerre qu'il a en termes de pique. Je reste complètement dégoûté qu'on ne verra pas de Chet Holmgren cette saison avec cette équipe. Au moins, tu vois, j'aurais bien aimé le voir sur les 2 derniers mois, tu vois. Même si je pense qu'ils n'auraient pas parié, enfin, ils l'auraient pas mis dans cette situation-là. C'est vraiment dégueulasse de lui faire ça quelque part. Euh, mais c'est une équipe, je pense, sur les 2-3 prochaines saisons là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et quelle décision va prendre Sam Presti. Quel transfert il va capable. J'ai hâte de voir quel transfert il va nous sortir avec Oui, les pics de draft qu'il a à sa disposition. Parce que clairement, oui. il y a un moment, si on continue comme ça, les prochaines drafts, ça va être OKC qui prend les 15 premiers, 15 premiers pics de draft, quoi. Mais non, mais justement, c'est là où il C'est faut avoir n'importe quoi. conscience aussi que tous ces pics de draft récupérés, ils ont plus de valeur en tant qu'asset à échanger Oui, bien qu'en sûr, tant que futur joueur, quoi. C'est pas complètement. l'objectif n'est pas de drafter plein de joueurs. Absolument pas, non. L'objectif, je pense, c'est que, tu vois, ils vont récupérer Chet Holmgren la saison prochaine, un effectif qui est déjà compétitif, des Josh Giddey, des Lou Dort, des comme ça qui se sont développés. Ils vont les signer un gros free agent, et en tout cas, ils ont la possibilité de faire à la fois gros free agent vétéran compétent, et d'un coup, tu balances 5 picks pour aller chercher une star. C'est ça. Et du coup, du jour au lendemain, ça se trouve 2024, on va peut-être parler d'une équipe qui va être top 4 de sa conférence, à jouer gros. Je dis n'importe quoi, hein, mais imagine, ils vont chercher Kevin Durant et ils signent des role-players de luxe à la free agency. Voilà, d'un coup, ça peut aller très très vite, cette reconstruction, parce Mm. qu'il y a à la fois ce côté développement tactique qui a été fait, les jeunes progressent, et en plus, tous ces assets pour en faire quelque chose.
oui, ça va être, ça peut démarrer très très vite, quoi, finalement. Et tu sais quoi? Tout à l'heure, je parlais des Clippers. On va terminer là-dessus. Ce sera le dernier mot. Tu réponds à ça vite fait et après, c'est terminé. Je te laisse tranquille, promis. Ce que je trouve dingue, c'est que potentiellement, ce transfert de Paul George, entre Paul George et Shai Gilgeous-Alexander, aujourd'hui, le Thunder est positionné pour être le grand vainqueur de ce transfert. Ce qui, à l'époque, Oui. n'était pas du tout évident. On sait très bien pourquoi les Clippers ont fait ce transfert. Ils étaient obligés parce que c'était la condition sine qua non pour faire venir Kawhi. Et ils ont payé le prix, non pas pour Paul George, mais pour faire en sorte que Kawhi vienne chez eux et que Paul George aussi, quoi. Il y a ça, et quelque part, ils n'avaient pas trop le choix, et Sam Presti a totalement utilisé tout le levier, enfin, toute la force de son levier pour presser comme un citron tout ce qu'il pouvait. Mais je trouve ça génial que dans quelques années, potentiellement, on regardera en arrière et on se dira « Waouh !» Contrairement aux Lakers, par exemple, qui, eux, ont remporté un titre, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe. Ils ont tout donné pour Anthony Davis, ils ont remporté leur titre. Un titre dans la bulle, on s'en fiche. Dans les livres d'histoire, on aura potentiellement oublié ça à un moment ou à un autre. Mais les Clippers, non, pas du tout. Et je crois que la leçon aussi de ce trade-là, et je pense que pas mal d'équipes feraient bien de la retenir, c'est que trader une superstar, c'est jamais trop tôt, mais c'est parfois trop tard. Et le timing de ce trade d'OKC, il est fabuleux parce que, en tout cas, dans la façon dont est construit la ligue, la free agency, la draft, etc., tu ne peux être compétitif que quand tu as une superstar, voilà, ce genre de règles qui est en place. Le fait est que c'est parfait parce qu'ils ont tiré un maximum de valeur de leur superstar et ils n'ont pas attendu pour le faire. Et ça, c'est l'erreur que font pas mal d'équipes de vouloir faire marcher le mariage, de vouloir essayer de maximum et au final, tu finis par échanger ta star ou ta superstar un peu trop tard. Enfin bref, eux, c'était vraiment le modèle de bon, ok, ils veulent partir, on les échange maintenant, on fait un cash-out monumental et voilà, on est 3-4 ans après, même pas, et ça peut repartir directement très très fort, quoi. Et pour moi, c'est un peu la leçon, et je sais pas, je ziote un peu Portland avec Lillard. Ils essayent au maximum, ils vont toujours faire au maximum d'aller au bout du cycle. Je me demande si la meilleure manière pour Portland d'être compétitif dans 5 ans, c'est pas de faire ça, quoi. C'est pas de faire un échange. Et tu vois, on peut retomber sur Sam Hinkie aussi, boucler la boucle. Sam Hinkie avait fait ça également. Il récupère une équipe qui était moyennasse des Sixers. Il fait tout péter parce qu'il dit mais la manière la plus rapide d'être compétitif, c'est on fait tout péter, on tank au maximum et on repart comme ça, quoi. Il y a une autre école en NBA. Il y a aussi l'image. Et si Portland faisait ça à Damian Lillard, que ce soit au niveau de la fanbase des Blazers et de l'image qu'il renvoie aux autres superstars de la ligue, je pense pas, c'est difficile de prôner c'est vrai. Oui, c'est vrai. on est ensemble, c'est toi et nous, et puis ensuite le virer comme un malpropre, quoi. C'est compliqué, mais ça sera une autre discussion. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était cool. C'était vraiment ce que j'espérais. Merci et j'espère que tu reviendras. À plus. À plus. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.